Bonjour à tous, je vous remercie pour votre participation au webinaire de ce matin dédié à la solution Predictive Analytics de SAP. Mon nom est François Retter, je suis consultant SAP spécialisé sur les thématiques décisionnelles et je suis accompagné ce matin de Hervé Kaufmann, directeur du Go-to-Market de la solution Predictive Analytics. Donc Hervé va vous réaliser la présentation ce matin de cette solution et sera en charge du webinaire. Donc Hervé, je te passe la main. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons passer une petite demi-heure ensemble, pour parler un peu de Predictive Analytics, SAP Predictive Analytics. Cette présentation n'est pas technique. Elle vous permettra d'avoir un aperçu sur ce que peut être Predictive Analytics et comment vous pouvez vous en servir pour délivrer de nouveaux types d'informations auprès de votre entreprise ou des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Avant tout, je vais vous diffuser cette petite vidéo. En qualité d'analyste, vous fournissez de nombreuses informations importantes à différents utilisateurs dans votre entreprise. Des informations qui entraînent des décisions au sein de leur division pour mieux piloter l'expérience client, pour identifier les facteurs affectant la performance et pour mettre à jour les risques cachés. Mais vous êtes seul pour exécuter les nombreuses étapes nécessaires et délivrer à la fin un unique modèle capable d'offrir les meilleurs résultats utilisables possibles. Pour y parvenir, vous devez tout d'abord nettoyer et transformer les données, puis choisir les algorithmes qui conviennent. Ensuite, vous devez entraîner, affiner et tester votre modèle jusqu'à ce qu'il fournisse les résultats attendus et qu'il puisse être déployé dans l'entreprise. Mais juste au moment où vous pensez que vous pouvez passer à autre chose, les données ont changé et votre modèle nécessite d'être mis à jour pour que sa performance reste acceptable dans l'environnement toujours en évolution de l'entreprise. Et le problème, c'est qu'il s'agit d'un seul modèle qui répond à une seule question pour prendre seulement une décision. Lorsque les différents utilisateurs vous posent des douzaines ou même des centaines de questions, comment pouvez-vous réussir à suivre et construire tous les modèles prédictifs qui vous sont demandés? Vous pouvez vous cloner ou vous pouvez utiliser Business Objects Predictive Analytics de SAP. C'est comme avoir à sa disposition une usine à modèles, capable de générer des centaines et même des milliers de modèles. Vous alimentez l'usine avec les données et les questions et le processus industriel de modélisation génère et teste automatiquement des centaines de modèles pour répondre à toutes les questions. Puis, il transforme les meilleurs modèles en code qui sont déployés dans les applications informatiques où ils sont exécutés pour continuellement prendre les meilleures décisions. Votre charge de travail qui se comptait en semaines ou en mois se réduit soudain à quelques jours. Et c'est encore une fois l'usine à modèles qui gère vos modèles lorsque vient le moment de les mettre à jour en fonction des dernières données. Il reste donc toujours optimisé et continue de délivrer les meilleurs résultats. Business Objects Predictive Analytics de SAP vous permet de transformer les relations complexes et invisibles qui relient vos données en informations exploitables. Des informations qui vont piloter la relation client et les ventes, améliorer la performance opérationnelle et réduire les risques au sein de l'entreprise. Et ceci a un impact énorme sur les résultats du bilan d'exploitation. Toutes ces opérations peuvent être largement automatisées, rendant facile la gestion des centaines de modèles et garantissant ainsi aux utilisateurs le maintien d'un niveau de performance maximal. Alors, demandez à vos utilisateurs de poser toutes les questions qui leur font défaut. Réimaginez votre entreprise numérique avec Business Objects Predictive Analytics de SAP. Une chose extrêmement importante aussi à comprendre, c'est que cette solution Predictive Analytics n'est pas une solution verticale dédiée à une industrie. On va l'utiliser à la fois dans les ventes, pour le marketing, dans les opérations, la logistique, la fraude ou le risque par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une solution qui lit les données, transforme les données et fait sur ces données transformées un certain nombre de calculs afin de fournir de nouveaux types d'informations, comme par exemple des scores. On peut s'en servir par exemple pour réduire le churn ou le turnover. Nous avons des clients par exemple dans le monde du transport qui utilisent Predictive Analytics pour calculer le risque de résiliation de contrat de leurs conducteurs de camions.
et ainsi les retenir lorsqu'ils en ont besoin. Donc ça ne sert pas que pour faire par exemple de la résiliation dans les télécoms, pour bien autre chose. Ça permet aussi de faire de la recommandation produit en analysant en fait des communautés d'acheteurs pour pouvoir recommander des produits qui n'ont pas été encore achetés dans ces communautés. Ça sert bien sûr aussi à détecter la fraude, qui peut être une fraude organisée ou non. Donc on voit bien qu'il y a tout un tas de nombreux en fait secteurs et de nombreuses fonctions sur lesquelles on peut l'utiliser. La problématique majeure qui est liée à cela, et les deux prérequis, je dirais, nécessaires, c'est d'avoir des données, bien entendu, et d'avoir aussi des données historiques qui permettent d'analyser en fait, les questions auxquelles on doit répondre pour pouvoir en tirer en fait des enseignements que l'on va fournir sous la forme de valeur. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées ou utilisables pour faire cela, et on utilisera différentes techniques ou différentes fonctions suivant le résultat que l'on veut. Si j'ai besoin, par exemple, de calculer un score, c'est-à-dire la probabilité qu'une personne fraude, qu'une personne achète, qu'une personne suive une recommandation, j'utiliserai une fonction spécifique pour cela, qui est une fonction de scoring. Si je veux fabriquer des groupes de personnes qui seront en fait mises ensemble suivant ce que l'on appelle en anglais des complex patterns, c'est-à-dire des corrélations cachées qui existent entre les informations, j'utiliserai une fonction de segmentation clustering. Si je veux prévoir une tendance, j'utiliserai une fonction de forecasting, qui est différente de ce que l'on trouve généralement d'ailleurs dans les outils comme EPM, puisqu'elles sont vraiment probabilistes, elles sont vraiment statistiques et prédictives. Et puis j'utiliserai aussi, par exemple, si je veux faire de l'analyse de panier, ce que l'on appelle des fonctions de règles d'association. On voit qu'on a des fonctions à l'intérieur de la solution qui sont dédiées pas à des industries, mais qui sont dédiées à des types de résultats que l'on veut fournir. Et si je reviens tout à l'heure à ma problématique de résiliation, je peux avoir une problématique de résiliation dans les télécoms, comme je peux en avoir une dans des ressources humaines de n'importe quel type d'entreprise. Donc, le scoring, qui est la fonction la plus fréquemment utilisée dans ce métier, pour donner des informations, le scoring est une fonction en fait qui est directement utilisable pour générer des actions. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec cette fonction? Je vais profiler en fait des individus, mettons, et je vais scorer ces individus. Profiler, c'est-à-dire que je vais indiquer quels sont les attributs des tables d'analyse qui sont les plus importantes pour décrire ces individus, et puis je vais scorer ces clients, ça veut dire que je vais affecter à chacun de ces individus la probabilité qu'ils répondent à la question que je me pose. Premièrement, détecter et fournir des profils moyens ou des profils individualisés sur les individus et sur la population que j'analyse. Deuxièmement, calculer des scores, les transformer en probabilités pour, par exemple, fournir des listes triées de manière optimisée. Chez Proximus, donc Proximus Belgacom, qui est un opérateur téléphonique l'équivalent d'Orange en Belgique, à chaque fois que l'on appelle le call center, il y a 5 scores qui viennent s'afficher sur l'écran de la personne du call center qui répond. Et ces 5 scores sont 3 scores de risque. Le score de risque de résilier l'abonnement mobile, le score de risque de résilier l'abonnement TV et le score de risque de résilier l'ensemble des abonnements. Et il y a aussi les 2 meilleures recommandations que l'on peut faire à la personne en fonction de sa valeur client pour pouvoir essayer de le retenir si le risque est élevé. Donc, c'est extrêmement simple la façon dont ça fonctionne, tout au moins avec Predictive Analytics. À partir de mes données historiques dans lesquelles sont stockées l'ensemble des personnes qui ont déjà résilié, je vais pouvoir fabriquer un modèle prédictif qui sera transformé en formule de calcul. Cette formule de calcul me donne le profil moyen d'une personne qui va par exemple résilier chez Proximus.
Et puis, quand je vais exécuter cette formule sur l'ensemble des données de ma base de données de production qui est à jour, je vais avoir pour chacune des personnes qui représentent un risque, ici celles qui sont en rouge, en fait un profil individualisé qui me dit cette personne, elle risque de résilier parce qu'elle est là depuis tant d'années, parce qu'elle est dans tel tranche d'âge, qu'elle habite à tel endroit, et puis aussi quels sont les scores de rétention, c'est-à-dire quelles sont les meilleures offres que je peux faire à cette personne pour la retenir. Lorsque je fabrique mes données, que je travaille sur mes données historiques pour apprendre mon modèle, c'est-à-dire faire formule, je vais bien sûr avoir tout un tas d'informations qui vont m'être fournies par la solution pour me permettre de lire ce que la machine a fabriqué, de comprendre ce qui va se passer. Et lorsque je vais l'exécuter sur mes données à jour, ça va me fournir une liste de clients à haut risque que je pourrais réutiliser dans mon call center. Après, il y a d'autres fonctions. Une fonction qui est aussi extrêmement fréquemment utilisée, c'est la segmentation. La segmentation permet de regrouper en fait des individus dans des groupes, mais alors là, pas du tout suivant des concepts ou des problématiques BI, mais suivant des concepts et des problématiques statistiques, c'est-à-dire quelles sont les corrélations complexes entre les informations qui font que ces personnes pourraient appartenir à un même groupe de clients. Ce n'est pas uniquement les clients à revenus faibles, mais ça va être des clients à revenus faibles qui ont en fait des profils à peu près équivalents. Donc j'aurai peut-être plusieurs segments de clients à revenus faibles parce que tous n'ont pas forcément en fait le même profil. Ça sert extrêmement fréquemment, par exemple, à pouvoir assigner un nouveau client, à pouvoir comparer un nouveau client à d'autres clients que l'on a déjà pour affiner quel message ou quelle action on va pouvoir bien effectuer sur ces nouveaux clients. Lorsque j'ai un nouveau client, j'ai assez peu d'informations sur lui et pas du tout d'historique. Donc pouvoir lui donner un score précis de risque ou de rétention n'a pas beaucoup de sens. Par contre, ce que je peux faire, c'est le profiler par rapport à des segments, à des clusters, pour le mettre dans un groupe et dire, ben voilà, ce nouveau client va appartenir plutôt au groupe des clients à revenus élevés, mettons, et donc voilà le type d'action que je vais faire sur ce client pour le transformer et en faire d'un nouveau client, en faire un client loyal. Vous avez ci-dessous des exemples de clusters, de segments qui ont été faits pour un certain nombre de sociétés. Et vous voyez en haut à droite, nous avons par exemple une société d'assurance affinitaire qui est dans la région d'Orléans, qui s'appelle Telem, qui utilise nos solutions, entre autres, pour pouvoir mettre des clients à l'intérieur de groupes communs afin de savoir, quand ils n'ont pas assez d'informations sur eux, quel type de contrat ou quel type d'offre il faut mieux faire par rapport à l'ensemble des offres qu'ils ont dans leur portfolio de produits. Donc je vais décrire un certain nombre de profils qui vont être plus globaux que lorsque je fais un profilage, je dirais, individualisé, mais qui vont me permettre en fait de regrouper les personnes lorsque j'ai un petit peu moins d'informations que ce que j'aurais voulu. La troisième grande, je dirais, fonction utilisable est celle dite de forecasting. En statistique, on appelle ça des time series. Donc, ça me permet d'analyser un signal. Si j'ai l'historique d'un signal, par exemple, d'un signal de montant de vente, et puis donc à partir de ce signal d'en connaître les saisonnalités, de pouvoir agrémenter ce signal d'un certain nombre d'informations extérieures, comme par exemple les jours d'ouverture, de fermeture, les vacances, les évolutions et les changements dans les montants de taxes ou les dates où des nouvelles lois arrivent, tout ce qui est donc lié à des calendriers, de façon à pouvoir affiner en fait ma compréhension de l'évolution de ce signal à travers le temps et suivant les saisonnalités, d'avoir un trend de ce signal jusqu'au jour J qui est celui de mon étude, et bien sûr de pouvoir pousser ce trend dans le futur pour avoir une analyse prédictive de l'évolution de ce signal. On a par exemple Cisco qui utilise
notre solution Predictive Analytics pour faire tout ce qui est prévision de revenus, prévision de booking, prévision d'opportunités et par exemple savoir parmi l'ensemble des opportunités avoir l'évolution du montant prévu qui va être transformé en commande et en dollars sonnants et trébuchants. Cette fonction est fortement utilisée en parallèle de solutions de type calcul budgétaire. L'analyse de liens, c'est un petit peu plus nouveau, mais c'est une chose que vous connaissez très certainement parce que vous le vivez, même si vous ne l'utilisez pas. C'est, par exemple, quelle est la meilleure façon de faire des recommandations. L'analyse de liens permet de détecter des règles qui lient des individus entre eux, par exemple. Donc, ce n'est pas uniquement regrouper des personnes comme dans la segmentation parce qu'elles auraient en fait des affinités, mais c'est aussi exposer ces affinités, montrer et expliquer ces affinités. Donc c'est un petit peu, si je simplifie, un mélange de segmentation et de règles d'association. Non seulement je regroupe les personnes, j'associe les personnes entre elles, mais en plus je montre la façon dont ces personnes sont reliées à l'intérieur d'une même communauté, et je peux aussi orienter ces liens, donc par exemple savoir à l'intérieur d'une communauté qui est un influenceur d'autres personnes. Ça me permet par exemple de diffuser des messages sur un influenceur pour que j'ai une sorte de viralité, plutôt que de pousser le message à tout le monde. Ça me permet aussi en fait de savoir à l'intérieur d'une communauté quels sont les produits que chacun de ces individus a achetés ou non et recommander de nouveaux produits. Voilà une très bonne façon de faire de la recommandation. Mais ça me permet aussi, par exemple, dans le monde de la fraude, de découvrir si j'ai des réseaux mafieux, des réseaux organisés, par exemple, de fraudeurs, et de pouvoir plus facilement me rendre compte des actions de ce que je peux faire pour ça. Donc, pour résumer cette fonction d'analyse de liens, qu'on appelle aussi en anglais Social Network Analysis, c'est créer des communautés de clients et faire de meilleures recommandations, dans la plupart des cas. Alors, un certain nombre de clients, qu'est-ce que nos clients font avec nos produits? Vous avez ici quelques exemples. Dans les télécommunications, j'en ai pris qui ne sont pas français, qui ne sont pas européens, un petit peu à dessein. Nous sommes aujourd'hui SAP et SAP donc est à travers le monde entier. L'intérêt, par exemple, avec Cox, Cox réduit la résiliation. Ce sont des gens qui opèrent téléphoniquement sur les 54 États des États-Unis et qui doivent faire des modèles statistiques de résiliation différents pour chacun des États, ce qui fait qu'ils ont à construire et à maintenir plus de 2800 modèles statistiques sur la résiliation à l'année. Ils ne peuvent faire cela qu'avec un produit comme Predictive Analytics parce que c'est ce que l'on appelle une Automated Machine Learning, donc un système d'apprentissage data mining automatisé, donc qui va construire de manière automatique les modèles et les formules à partir du moment où les utilisateurs de Cox ont défini, bien entendu, de manière très précise, le contexte métier et les données qu'il fallait utiliser. Dans la banque, nous avons des sociétés comme ING Direct ou comme Monext. Monext, c'est une filiale, par exemple, de Crédit Mutuel Arkea. Et Monext a la responsabilité de gérer les transactions à travers le web, donc des transactions financières, bien entendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Monext agit comme filiale de Crédit Mutuel pour gérer l'ensemble des transactions de Crédit Mutuel, mais aussi revend ses services, par exemple, à Carrefour Banque et gère la carte de Carrefour Banque. Ils utilisent Predictive Analytics pour analyser en temps réel les transactions qui passent sur Internet et détecter si certaines de ces transactions sont suspicieuses et de pouvoir les bloquer en temps réel. Donc vous mettez votre carte bleue dans le lecteur de carte lorsque vous êtes dans une boutique, ça passe à travers le net. Quand ça arrive, il y a une validation ou non. Une partie de cette validation, c'est en fait un modèle prédictif qui a été construit avec Predictive Analytics. L'un des gros intérêts pour eux de prendre notre solution, c'est qu'elle avait à l'intérieur un générateur de code qui leur permet de transformer automatiquement les formules
pour eux, c'était en Java, mais il y a beaucoup d'autres langages, et d'avoir un langage qui est très optimisé par rapport à leurs besoins, puisque l'ensemble d'une transaction, enfin d'un contrôle de transaction, quand elle part du point de vente, va jusqu'à la vérification de la banque pour revenir jusqu'au point de vente. L'ensemble du processus d'agrégation temps réel de la donnée, plus de l'exécution des fonctions de contrôle prédictif et métier, doivent prendre de moins de 100 millisecondes. Dans le monde de la distribution, nous avons des clients comme eBay qui analysent quel est le bruit qu'il y a à l'intérieur du net par rapport au véritable changement de comportement des clients, ou Samsung qui gère, qui est une société en anglais on dit de do it yourself, de bricolage, avec 250 ou 300 enseignes à travers la France, qui gère l'ensemble de son programme de loyauté client et de remise de chèques clients avec nos produits. Nous avons ainsi tout un tas de clients, et par exemple la gendarmerie nationale en France utilise nos produits pour gérer l'ensemble du recrutement des gendarmes et les aider à mieux vivre, à mieux évoluer à l'intérieur de cette grande organisation. Alors, j'ai essayé de faire un petit case un petit peu plus précis sur un client, histoire de montrer que ce n'est pas forcément marketing et vente. Donc là, la problématique étudiée, qui est une véritable problématique que nous avons véritablement étudiée avec cette société, c'est vous avez des compteurs communicants de gaz, donc qui vous permettent de relever automatiquement votre consommation de gaz pour vous facturer de manière plus précise. Le problème, c'est qu'un certain nombre de compteurs communicants ont un problème de surestimation ou de sous-estimation de la consommation. Ce qui fait que vous recevez des factures erronées, ce qui est mauvais en termes de qualité de service, vous débite des montants qui peuvent être délirants dans un sens comme un autre, donc pas tous, je vous rassure, mais un certain nombre. Et donc la méthode pour résoudre ça, c'est de créer en fait un certain nombre de modèles prédictifs qui font du scoring et du profilage pour analyser et comprendre quels sont les indicateurs les plus importants de la défaillance, savoir ce qu'il faut surveiller avant tout et exécuter ces modèles sur l'ensemble des compteurs qui n'ont pas encore été vérifiés pour savoir s'il faut mieux aller d'abord chez vous ou chez votre voisin ou chez quelqu'un d'autre. Les résultats donc de ce travail qu'on a fait avec cette entreprise ont permis d'améliorer de 300% le nombre de la détection des risques de détection des compteurs qui risquaient d'avoir des erreurs. Ça leur a permis de réorganiser l'ensemble de leur tournée et d'économiser beaucoup d'argent. La logique, la démarche, la méthode est toujours la même. Il faut que j'ai une question précise, que j'ai des données historiques. Je fais une préparation, je dirais en termes de data management, pas de statistiques, mais de data management de mon information, ce qui me permet d'apprendre, de comprendre et de raffiner en fait ma formule statistique, puis de l'appliquer. Au fur et à mesure du temps, il faudra bien sûr que je maintienne cette pièce de code et il y a des fonctions dans la solution qui permettent de le faire. L'application en production en fait de ces formules sur les données de production permettent de définir et d'avoir de nouveaux indicateurs qui permettent premièrement d'agir, deuxièmement d'améliorer la connaissance que l'on a des données, donc de nos clients ou donc des problématiques que l'on analyse. Dans ce cadre-là, dans le cadre de ces gens-là, nous avions un certain nombre de données qui étaient disponibles dans un data warehouse, des spécifications sur la marque, sur le type, sur l'année du compteur, là où ils sont localisés, des données de stations météo, des températures et des consommations. À partir de l'ensemble de ces informations, nous avons pu, avant la pose des compteurs, savoir un petit peu quelles étaient la façon dont ils fonctionnaient, après la pose des compteurs, la façon dont ils fonctionnaient et quelle était l'évolution dans le fonctionnement des compteurs. On a aussi analysé à travers le temps de manière exploratoire pour essayer de comprendre s'il y avait des dérives, par exemple, liées aux évolutions de température. Nous nous sommes aperçus qu'il n'y en avait pas, donc on n'a pas introduit dans le modèle final les données de température. Par contre, voilà ce que nous avons trouvé, l'année du compteur
compteur avec la qualité de détection, l'écart de qualité de détection, et puis en fait toute cette information-là qui donne une probabilité, une probabilité donc de défaillance du compteur lui-même. À partir de là, l'exécution en production sur l'ensemble des compteurs de cette société a permis de définir une probabilité. Celui-ci, par exemple, avait un très grand risque d'erreur. Pour ces raisons-là, l'année du compteur, etc., etc. Donc, aller visiter ce compteur le plus rapidement possible. À l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé pour cette société? Ils ont fait un gain en réorganisant les tournées de plus de 630 000 € sur la première année, pour aller vérifier 1000 compteurs sur les 12 000 qu'ils avaient, au lieu d'aller les voir et de les visiter de manière purement aléatoire, ou parce que il faut aller les visiter tous les ans ou tous les 2 ans, de la même façon que l'on doit faire réviser sa voiture tous les 3 ans. Je ne sais pas si j'ai le temps de démontrer un petit peu le logiciel. J'ai oublié de démarrer la solution. Je pense que Hervé, je ne sais pas nécessairement quel temps. Je suis sûr qu'on ait le temps de faire cela. Peut-être qu'on pourra organiser une session spécifique de démo. Oui, d'accord. Plus tard dans le temps. Ouais. Hein. Donc voilà, donc juste pour rappeler, on a un processus de modélisation, on choisit le type d'analyse à effectuer en fonction du besoin et de ce que l'on veut prouver. On choisit ses sources de données qui peuvent être une base de données, du texte, du Hadoop, du NoSQL, de l'Oracle, bien sûr du HANA, nous sommes chez SAP. On va pouvoir contrôler la description des variables, le logiciel permet de faire ça, de définir le rôle d'une variable. Une variable peut être explicative, c'est-à-dire qu'elle va participer à l'explication du phénomène, ou bien ça peut être la cible, c'est-à-dire la question que l'on se pose. Après, juste en cliquant, on va construire un modèle. Donc, premièrement, je construis mon modèle. L'interface utilisateur va me guider tout au long de ce processus et simplifier ce que je dois faire. Une fois mon modèle créé, je vais avoir accès à tout un ensemble d'informations et de tableaux de bord récapitulatifs qui me permettent d'évaluer mon modèle et de le valider grâce à ce que l'on appelle des statistiques descriptives qui sont déjà formées et qui sont assez simples à lire. À partir du moment où j'ai fait ça, je peux mettre mon modèle en production. Donc, je vais pouvoir déployer mon modèle, soit en batch en temps réel, en demandant une transformation automatique du modèle en code exécutable. Donc, différents types de SQL suivant votre base de données cible, ou de PMML par exemple, ou de C, Java, SAS, HQL pour Hadoop, ou même maintenant directement de Spark natif. Ce qui me permet à ce moment-là d'appliquer mon modèle directement dans la base de données, ou bien de prendre la partie du code et d'aller la mettre à l'intérieur de mes applications si je veux que ce soit fait comme je racontais tout à l'heure à propos de Proximus. Un modèle va vivre un certain temps et sa qualité va décroître au fur et à mesure que les données vont changer et la répartition des données dans la base de données vont changer. Donc vous pourrez être aussi automatiquement alerté lorsqu'il y a des différences qui se produisent dans votre base de données cible, de façon à pouvoir évaluer si votre modèle doit être, comme nous disons dans notre jargon, rafraîchi ou réécrit et remis en exploitation. Voilà. SAP Business Object Predictive Analytics donc, propose un processus de modélisation qui est guidé et qui est accessible au plus grand nombre. Nous avons l'habitude de dire que ce n'est pas fait pour les data scientists, c'est fait aussi pour les data scientists. Cela veut dire que des personnes qui ne sont pas uniquement des experts sur ce domaine-là peuvent aussi tirer parti de cette solution et découvrir de nouveaux indicateurs pour l'entreprise grâce à ça. On va donc réduire le risque d'erreur parce qu'il n'y a pas de programmation. On va réduire le coût total d'acquisition parce qu'on va accélérer la possibilité d'erreur et parce qu'on va accélérer le nombre et le temps mis pour fabriquer ces modèles.
Et donc, on va garantir un retour sur investissement bien plus important pour chacune des applications que l'on aura développées. J'espère que ce rapide tour d'horizon de cette solution pourra vous aider dans vos choix prédictifs et que nous aurons le plaisir de travailler ensemble prochainement. Merci.